On a souvent cette impression de devoir se battre contre soi-même, contre son propre appétit, comme si tout était une question de volonté. Mais et si le problème n'était pas un manque de discipline? Et si, au fond, c'était un conflit bien plus profond entre notre biologie, celle de nos ancêtres, et le monde complètement fou dans lequel on vit aujourd'hui? C'est ce paradoxe qu'on va décortiquer ensemble. Voilà la question qui est vraiment au cœur de tout. Est-ce que notre corps, notre biologie, est vraiment fait pour notre époque? Pour tenter de répondre, il faut faire un petit voyage dans le temps, un très très grand voyage en fait, au moment même où notre ADN s'est forgé. Première chose à bien comprendre, on a un corps de l'âge de pierre qui se balade dans un monde de supermarchés et de fast-food. Notre biologie, elle, est le résultat de milliers d'années d'évolution, mais dans un contexte où la nourriture était rare, très rare. Les scientifiques ont un nom pour ça, l'hypothèse du génotype d'épargne. C'est assez simple à comprendre. Pendant la quasi-totalité de l'histoire de l'humanité, la plus grande menace, c'était la famine. Du coup, les individus dont les gènes permettaient de stocker super efficacement l'énergie sous forme de graisse, ils avaient plus de chances de survivre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cet héritage génétique se retourne un peu contre nous. Le décalage est juste énorme. D'un côté, un monde de pénurie, où il fallait bouger pour manger. De l'autre, notre monde, celui de l'abondance à portée de clics et de la sédentarité. Nos gènes, qui étaient parfaitement adaptés au premier monde, sont complètement perdus dans le second. Et ce décalage, il ne se joue pas seulement dans notre corps, mais aussi et peut-être surtout dans notre cerveau. Bon, maintenant on va s'attaquer au chef d'orchestre, notre cerveau. Parce que la vraie bataille, elle n'est pas dans l'estomac, elle est là-haut. On va voir comment les aliments d'aujourd'hui ne font pas que nous nourrir, ils peuvent littéralement recabler nos circuits neuronaux. Le concept clé ici, c'est l'hyperappétence. Les industriels de l'agroalimentaire sont devenus des experts pour créer des produits qui appuient à fond sur l'accélérateur de notre circuit de la récompense. Vous savez, ce système dans le cerveau qui nous donne du plaisir et nous motive à recommencer. Et regardez ça, une étude a montré qu'il suffisait de manger une simple collation, bien grasse et bien sucrée, tous les jours pendant 8 petites semaines pour modifier les réponses du cerveau. Mais le point le plus dingue, c'est que ces changements dans le cerveau, ils sont arrivés chez des personnes de poids tout à fait normal avant même qu'elles ne prennent un gramme. C'est la preuve que ces aliments ont un effet direct sur la mécanique de notre cerveau. Les mots des chercheurs sont hyper sorts et ça résume tout. Ils comparent l'exposition répétée à ces aliments à l'exposition à des drogues. C'est un moteur de reprogrammation cérébrale. Neurologiquement, ça ressemble beaucoup au mécanisme de l'addiction. Ok, donc notre cerveau se fait recabler, mais ça n'arrive pas dans le vide. Au contraire, cette reprogrammation, elle est constamment sollicitée, encouragée par le monde qui nous entoure. Bienvenue dans ce que les scientifiques appellent un environnement obésogène. Un environnement obésogène, en gros, c'est un monde où le choix le plus facile, le moins cher, le plus visible, c'est souvent le moins bon pour la santé. De l'aménagement de nos villes à la pub à la télé, tout est fait pour nous pousser à manger plus et à bouger moins. Alors, oui, bien sûr, la génétique joue un rôle. On estime qu'elle compte pour 40 à 70% dans la variation de l'IMC. Mais attention, les gènes ne sont pas une fatalité. C'est un peu comme une partition de musique. C'est l'environnement qui est le musicien et qui choisit comment jouer la mélodie. D'ailleurs, la preuve, c'est que dans ce même environnement, tout le monde ne réagit pas de la même façon. C'est vraiment l'interaction entre nos prédispositions génétiques et notre mode de vie qui fait toute la différence. L'environnement, c'est le déclencheur sur un terrain qui est plus ou moins sensible. Face à ce constat, on voit bien que l'approche traditionnelle, qui attend que les problèmes arrivent pour essayer de les réparer, est un peu dépassée. Un nouveau modèle est en train d'émerger, beaucoup plus intéressant. Une approche globale, holistique et surtout préventive. Ce graphique est super parlant. La courbe, c'est la vitalité de notre métabolisme au fil de la vie. L'approche classique, c'est d'attendre de passer sous le seuil de la maladie pour commencer à agir avec une nutrition curative. L'approche holistique, elle, propose de renforcer cette courbe dès le début, dès l'enfance, avec une nutrition préventive. Le but, c'est de se construire une base tellement solide qu'elle encaisse beaucoup mieux les coups durs de la vie. L'idée, c'est vraiment de passer de l'image du vase qu'on essaie de recoller une fois qu'il est cassé, à celle de la forteresse qu'on construit pierre par pierre pour qu'elle résiste aux assauts. Et cette forteresse, on ne la construit pas seule dans son coin, on la construit aussi en changeant le champ de bataille lui-même, c'est-à-dire notre environnement. Parce que la solution la plus efficace, la plus intelligente au final, ce n'est pas de demander à chaque individu de devenir un super-héros de la volonté. Non, c'est de transformer l'environnement pour que le choix bon pour la santé devienne le choix le plus simple, le choix par défaut. Et pour ça, il faut agir à tous les étages, en cascade. Ça commence au niveau de nos villes, qui peuvent nous donner envie de marcher plutôt que de prendre la voiture. Ça continue au niveau de nos quartiers, avec un accès facile à une alimentation saine. Et bien sûr, ça se joue de manière essentielle dans les lieux où on grandit et on apprend, l'école et la famille. Prenons l'école par exemple. C'est un levier d'action hyper concret. Imaginez,
Des menus plus sains, du personnel de cantine formé à la nutrition, de l'eau accessible partout. Mais le plus important, c'est une éducation qui ne se contente pas de dire « manger 5 fruits et légumes », mais qui crée une vraie culture de l'alimentation. Cette vision de l'éducation, elle change tout. On sort du modèle vertical, où un prof donne un savoir. Là, on est dans un modèle interactif. L'enfant n'est plus juste quelqu'un qui reçoit de l'info, il devient acteur, il partage ce qu'il sait, il pose des questions, et il participe à construire une compréhension globale, bien plus marquante et durable. Donc, au final, le grand changement, c'est ce changement de perspective. Arrêter de se focaliser sur des détails comme le nombre de calories et commencer à s'attaquer aux vraies causes, la qualité de ce qu'on mange et l'environnement qui nous pousse ou non à bien manger. La vraie question à se poser n'est donc plus comment faire pour mieux résister aux tentations, mais plutôt comment peut-on, tous ensemble, construire un monde où on n'aurait plus besoin de résister en permanence. Un monde où le choix le plus sain deviendrait enfin le plus simple, le plus évident pour tout le monde.